nous retrouvons, Monsieur Le Pen, alors que vous rentrez de province. À travers la presse, j'ai suivi votre campagne de Lille à Montpellier, en passant par Colmar. J'ai en quelque sorte disséqué vos discours, et je voudrais vous faire d'entrée part d'un étonnement, celui qui consiste à dire que le problème de la femme en tant que telle semble absent des préoccupations de la droite. Oh, c'est parce que je crois que la droite ne confond pas élection présidentielle et chasse à l'électeur. Je suis de ceux qui pensent, et je suis un homme de droite, que la femme occupe une place de tout premier rang dans notre société, dans notre civilisation, et ceci depuis déjà des siècles, et qu'elle doit encore demain l'occuper. Je pense que j'ai au contraire consacré une part très importante de ma campagne à développer mes idées sur la famille, sur sa nécessité, sur sa protection, sur son rôle dans la nation, rôle qui évidemment incombe en grande partie, et dont les charges incombent, il faut le dire, en grande partie aux femmes de notre pays. Je sais bien qu'il se pose, et que la civilisation moderne pose à la femme des problèmes très difficiles. En ce sens que je sais, et je suis conscient, puisque je suis marié, j'ai une femme et des enfants, que la femme dans le monde moderne est souvent obligée de faire deux métiers. C'est-à-dire qu'elle travaille deux fois dans la journée. Une fois dans un métier, une autre fois pour l'entretien du foyer, la direction de la maison et l'éducation des enfants. Et je pense aussi à toutes ces femmes qui, elles, ne sont pas intégrées dans une famille, et qui sont des femmes seules, qu'elles soient veuves, célibataires ou divorcées, et je crois qu'elles souffrent dans le monde moderne d'une espèce d'inégalité, en particulier dans les salaires, puisque il y a une femme sur deux qui ne gagne pas le SMIC, et il y en a, je crois, 8 sur 10 qui ne gagnent pas 1700 francs. Mais je crois qu'il s'agit tout de même là de problèmes qui sont du domaine législatif et qu'en défendant l'intérêt général, j'ai profondément le sentiment de défendre aussi bien les intérêts des femmes que des hommes. Vous accordez donc à la mère de famille et à la famille en général un rôle privilégié dans l'éducation des enfants, mais il y a d'autres personnes qui s'occupent de ce problème de l'éducation, les enseignants, les éducateurs professionnels. Oh, vous posez là le problème de l'école et de l'enseignement français. Et je dois dire que je considère que c'est le problème le plus important. Parce que c'est celui, et j'en avertis solennellement les Français, qui va déterminer les conditions de leur avenir. Or, la situation de notre enseignement est tout simplement dramatique. Je pense que je serai le seul candidat à oser l'aborder franchement. Parce que, tout en étant le premier budget, le plus important budget français, l'éducation nationale est aussi l'échec numéro 1 de la Ve République. Et ce ne sont pas les 15 ministres différents, ni les 10 changements de programme qui changent quoi que ce soit à une situation réellement dramatique. Nous sommes tous, parents, conscients de cela. Les maîtres aussi en sont conscients. Et puis le pays tout entier. Ainsi d'ailleurs que les élèves qui souffrent dans leurs études et qui voient avec angoisse leur avenir menacé, mais personne n'ose réagir. Pourquoi? Parce que la subversion qui est en train de miner l'éducation nationale, personne n'ose s'opposer à elle. C'est la subversion d'abord du tout-puissant Parti communiste et ensuite la subversion gauchiste qui installe dans l'université, dans les écoles, dans les lycées, un désordre général. Je crois aussi que rendent un très mauvais service aux jeunes Françaises et Françaises ceux qui, comme M. Malraux l'autre jour, sont venus dire, ce qui m'a, je dois dire, renversé, que désormais, grâce à la télévision et aux moyens modernes, on allait pouvoir s'éduquer et enseigner avec facilité et comme en s'amusant. Eh bien, je crois que l'école, c'est tout précisément la préparation à la vie. Et que la vie n'est pas seulement une chose gaie et simple, qu'on y rencontrera des difficultés, que la liberté, ça se conquiert, que le bonheur, ça se forge et que ça se défend, et que rien de tout cela ne se fait sans effort. Ceux qui disent le contraire sont des charlatans et des imposteurs. Je crois que notre éducation nationale a pour but, bien sûr, l'éducation technique et intellectuelle de nos enfants, c'est-à-dire la préparation à ce qui demain sera leur métier et leur rôle dans la société, dans la production et dans la nation. Mais c'est aussi quelque chose dont on parle très peu et qui est assez modeste chez nous, l'éducation physique. Parce que avoir un corps sain, un corps harmonieux, c'est un des éléments considérables de l'équilibre intellectuel, psychique, et puis il faut le dire, de l'embellissement de la vie et du bonheur. Et puis il y a aussi l'éducation morale. Les hommes ne sont pas seulement un amas de chair, il y a aussi l'éducation civique parce qu'ils sont des citoyens.
parce qu'ils vont s'insérer dans une société qu'ils vont devoir, pour que leur liberté soit respectée, respecter celle des autres. Et que cela, pour que l'ordre règne, l'ordre nécessaire, l'ordre naturel, il vaut mieux que l'adhésion vienne de l'intérieur des hommes. Il faut qu'ils soient convaincus par l'éducation qu'ils reçoivent que la société obéit à des règles, que ces règles sont faites pour améliorer la vie en société, pour rendre les gens plus responsables, plus libres. Et je crois que c'est tout cela qui est en train de se dégrader, de se déliter sous nos yeux. Il n'y a plus de notation, plus de sélection, on ne sait plus, nous, parents français, où nous en sommes. Les maîtres sont désolés, la politique est entrée dans l'université par le vœu de l'éducation nationale et par la décision de la loi Edgar Faure, qui a légalisé la politique à l'intérieur des lycées, mettant un comble au désordre. En effet, à partir de ce moment-là, la compétition, la lutte intérieure des esprits est transportée chez ces enfants ou chez jeunes gens et jeunes filles. Certains professeurs font du prosélytisme, et qui n'est pas toujours, hélas, du prosélytisme politique. Et nous savons bien que tout cela se traduit, et beaucoup de professeurs et de syndicats d'enseignants constatent que la situation doit être, on doit y remédier immédiatement, faute de quoi nous allons mettre en péril, avec l'avenir et le bonheur de nos enfants, l'avenir de la nation tout entière. Françaises et Français, jamais peut-être je n'ai été aussi grave que maintenant en vous parlant de ce problème dont je sais que vous êtes conscients, mais dont je vous demande de tirer les conséquences en ce qui concerne les responsabilités des hommes. Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, la loi Edgar Faure a été votée à l'unanimité de l'Assemblée, c'est-à-dire par M. Mitterrand, par M. Royer, M. Giscard d'Estaing et M. Chaban-Delmas. Par conséquent, vous savez quels sont les responsables de cette politique, et ils vous proposent aujourd'hui la continuité dans le changement. Eh bien, moi, je vous propose, au contraire, de réformer profondément l'université. Vous êtes pour la rigueur à l'école et à l'université, mais vous êtes pour la rigueur dans la vie. Oh, pas seulement la rigueur. Ne me prenez pas, je ne suis pas le grand méchant loup. Je suis pour l'ordre. Parce que je pense que l'ordre, c'est un facteur d'harmonie. Parce que je pense que c'est l'ordre qui construit la liberté. Parce que je pense qu'en dehors de l'ordre, il n'y a que le désordre et l'anarchie. Et que le désordre et l'anarchie conduisent à l'affrontement des sociétés et à la guerre civile. Et c'est parce que je souhaite une France plus libre, plus généreuse, plus harmonieuse, une jeunesse plus heureuse, plus consciente de son avenir. C'est pour cela que je me présente aux élections et que je vous demande de voter pour le candidat du Front National. Ce soir, vous avez un meeting à Paris, demain vous êtes à Nantes. C'est exact. Vous vous battez jusqu'au bout. Exact, vous me connaissez.